Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Las Vegas 2024. Et pour l'occasion, j'ai avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou! On a un champion du monde. Ouais, enfin! Surtout, sais-tu c'est quoi la bonne nouvelle? Ouais. C'est que un pilote de Formule 1 n'a pas gagné le championnat du monde au Qatar et il ne l'a pas gagné lors d'un sprint au Qatar. Ouais, ça au moins, on évite ça, mais un champion du monde a été sacré quand même un samedi. Ouais, parce que sinon, t'aurais fait un mème avec ta face puis t'aurais écrit Pain. Oui. Oh, Surtout ouais, pour le ouais. samedi. Surtout pour le samedi. Remarque que l'année dernière, j'étais pas là. J'ai vu ça de loin. Fait que c'est ça qui a compensé au moins. Donc, mais effectivement, oui, on a un champion du monde. On ne va pas se le cacher. Le même. Mais on a depuis 4 ans. Le même depuis 4 ans. Mais on a un nouveau vainqueur du Grand Prix de Las Vegas parce que ce n'est pas le champion élu. C'est pas Keke Rosberg qui l'a gagné? Non, c'est ni Alan Jones qui l'a emporté. Ou Michael Alboreto. Ouais. Ah, écoute, il pourrait faire comme Mika Hakkinen et faire une année et revenir à un moment donné. Mika revient. 35 années sabbatiques plus tard, ils sont de retour. Exactement, mais imagine si le vrai vainqueur du Grand Prix, George Russell, devait le faire à un moment donné, ce serait vraiment cool. Son PR rep serait pas content par contre. Ouais, exact. Contrairement à ce qu'on a vu hier soir. Ou cette nuit, c'est selon. Ouais, exact. Ouais, l'équipe PR était pas mal... c'était pas mal quelque chose du côté de Russell. Mais oui, il a gagné devant Lewis Hamilton. Carlos Sainz complète le podium. Charles Leclerc 4e. Max Verstappen 5e. Lando Norris 6e. Oscar Piastri 7e. Nicole Hülkenberg 8e. Yuki Tsunoda 9e. Et Sergio Perez 10e. On a perdu 2 pilotes. Pierre Gasly et Alex Albon. Et avec tout ça, avec le fait que Verstappen est fini devant Lando Norris, Max Verstappen est officiellement un quadruple champion du monde de Formule 1, rejoignant ainsi Sébastien Vettel et Alain Prost comme quadruple champion du monde et Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Juan Manuel Fangio comme parmi ceux qui ont gagné 4 et plus. Jean-Sébastien, comme d'habitude, les performances, contre-performances et moments cocasses. Ah, moment cocasse, c'est plus j'ai l'air d'un foin en fin de semaine. Mais il y en a quelques-uns, dont moi, en plus. Je me suis considéré comme j'ai l'air d'un foin. Performance du jour. Oh, OK. Allez, George Russell. Il a mené le Grand Prix du début jusqu'à la fin. Il a dominé le Grand Prix. Toto Wolff, avant le Grand Prix à Will Buxton sur F1 Live TV, avait dit « Les Mercedes sont bonnes sur des pistes sales. » Vegas est une piste, sans doute la piste la plus sale de la saison. Ça a été très bien montré. L'autre aspect aussi, c'est parce que c'est une piste qui est très froide. Ça n'arrivera pas dans les 2 prochains Grands Prix, là. On ne reverra pas, je pense, des Mercedes devant, là. Elles sont bonnes quand il fait froid. On le sait, on le veut encore une fois, là. C'était assez évident. C'est particulier quand même une voiture qui est bonne sur une température froide, alors que quand il fait plus chaud, la voiture est comme loin. C'est assez particulier, ça, je trouve, sur la configuration d'une voiture, la conception d'une voiture. Mais non, Russell, performance de maître, là, c'était impressionnant ce qu'il a fait, mais en même temps, la voiture était bonne parce qu'on a vu Lewis Hamilton partir de la 10e, finir 2e quand même. Puis à la fin de la course, là, j'ai noté, je pense qu'il a fait 5 ou 7 tours consécutifs le meilleur tour. Oui. Il les alignait, les tours rapides, là. Puis Leclerc en a eu quelques-uns, puis après, ça a encore été Hamilton. Exact. Et à la fin, ça a été Lando Norris. Donc, sans doute, performance du jour au pluriel, les 2 Mercedes, disons. OK. Ouais, je suis d'accord. Contre-performance. Lance Stroll pour l'ensemble de son œuvre. Très absent, mais en même temps, je dois dire, en contrepoint, il s'est fait avoir avec l'arrêt au puits où Aston Martin n'était même pas prêt.
Donc, c'est ce qui lui a coûté vraiment Ouais, mais il est parti une dernier, puis il a grosse jamais partie de remonté. ce Grand Prix. Il est parti dernier, puis il a jamais Et remonté. oui, c'est vrai, mais l'arrêt au puits ne l'a pas aidé non plus. Non, c'est sûr. J'aurais pu dire Pierre Gasly, mais c'est la faute à pas de chance. Ouais. En Non. 2024, Et un moteur honnêtement, qui casse, c'est la faute à pas de chance. Tu sais, le moteur est censé être super fiable. ouais, C'est vraiment dommage. Il l'a endommagé peut-être c'est en sortant rare. mal d'un virage, il y a eu un petit incident, il a touché un petit peu le mur, puis ça affecte le moteur, quelque chose comme ça. Il y a eu une micro-fissure lors de la conception qui n'a pas été vue ou quelque chose comme ça. Puis c'est dommage, il y avait eu une si belle qualification. Une si Ah oui, oui, oui. Oui, partie troisième en troisième. plus. C'est triste, hein? Ah oui, vraiment là, je sais pas. Ben, il doit être il doit être encore en colère, surtout après son ingénieur. On en reparlera après, mais ouais, ça fait mal. Ouais. Et moi, je vais y aller avec McLaren parce Hey, que est-ce que je peux juste te donner j'ai l'air d'un foin? oui, vas-y. Oui, j'ai l'air d'un foin. FOM pour la très mauvaise diffusion du Grand Prix. Ah oui, c'était horrible. Ça me rappelle le début de saison. Tu te rappelles le premier qu'on avait regardé ensemble chez toi, le Bahreïn, là, comme on l'avait trouvé détestable. Puis les quelques autres suivants jusqu'à Oui. Miami, comment ils étaient assez mauvais. Là, je trouve qu'on est revenu dans les... On était en retard, on nous montrait pas les bonnes choses, on nous montre un dépassement en mortaise alors qu'il aurait dû être présenté à l'avant-scène. Il y a plein d'éléments comme ça qui allaient pas et qui ne rend pas justice au Grand Prix, même s'il était, somme toute, assez ennuyant, là, mais quand même, FOM, j'ai l'air d'un foin. Autre j'ai l'air d'un foin, Oui. Will Buxton qui dit à propos de Pierre Gasly sur la grille, il a des chances de gagner le Grand Prix aujourd'hui. On repassera. Drake qui a parié 220 000 $, je pense, sur 210 000 $ sur une victoire de Charles Leclerc. Oh boy. Ouais, son Classique. un classique. Et finalement, je dirais moi, parce que toute la fin de semaine, quand je voyais une RB, je pensais que je voyais une Sauber des années 90. T'es pas le seul. Et T'es pas le seul. Je pense que j'ai eu un brain F toute la fin de semaine. mais tu sais quoi, t'es pas le seul parce que je pense que tout le monde a pensé que c'était effectivement une Sauber Petronas au moteur Ferrari. Ouais. Fait que toute la fin de semaine, je me dis c'est Carl Verngler, c'est Johnny Herbert, c'est Jean Alesi. Non, c'est Yuki et Liam Lawson. Ah oui, mais Donc j'ai l'air d'un foin. Moi. Ouais, mais très honnêtement, côté fashion, les livrées spéciales de Arbis ont été laides en s'il vous plaît. Celle de Miami, je sais que tout le monde dit que c'est la livrée de la saison. Moi je la trouve laide, ça fait trop Instagram. Le Donna était pas pire à Singapour, mais le glitter à Vegas, moi. Pas fameux. Je mais préfère de loin la Alpine pour Vegas et les 2 prochains. À 300 mètres, t'arrives à identifier c'est quoi la voiture facilement. C'est rose, c'est Alpine, c'est obvious. Ça rappelle les beaux jours de feu Racing Point. Exactement. Voilà. Ça, c'est, au moins, on sait qui est en piste et quel moteur va sauter aussi. Oui, parce que, oh non, ça, c'est méchant, ça. Parce que, rappelle-toi, il y a quelques années, quand toutes les voitures étaient blanches. Sont tout pareil. C'est super difficile. Alors qu'une voiture rose, je m'excuse, c'est assez beau, en fait. Ce rose du commanditaire autrichien sur l'eau est quand même un beau rose, quand même. Ah oui, BWT, ouais, ils ont bien réussi. C'est bien, c'est un beau rose, assez visible, pas difficile à manquer. Bon. C'est juste le bon rose pour que ça soit bien vu de jour comme de nuit. Ouais. Exactement. Donc ta performance contre performance et potentiellement j'ai le moment cocasse du week-end de ton côté. Performance sans contredit Mercedes. As ou Nico Hülkenberg pour sa 8e place, on en reparlera. Parce que ça resserre le championnat constructeur en s'il vous plaît. Oh oui. Ça c'est quand même quelque chose d'important, même si on sait qu'il y a la bataille au top. Contre-performance. Mais Abdou, excuse-moi, juste dire vite.
Cette bataille-là pour la Oui. 6e place au constructeur, je la trouve quasiment plus excitante que pour le championnat constructeur en lui-même. Oui, parce que au moins t'as les équipes du top, ben Haas, Alpine et RB qui ont au moins 2 pilotes qui sont capables de marquer des points importants pour l'équipe. Ça, et le fait que ça va complètement transformer une équipe de Formule 1, ça. Oui. L'argent que ça va arriver. Gagner le championnat, oui, ça va amener des choses, là, mais la 6e place, elle est déterminante pour ces équipes-là en fond de grille. Puis je trouve ça passionnant parce que les équipiers, les mécanos, tu vois qu'ils en veulent. Là. C'est pas comme Mercedes versus Ferrari versus Red Bull, tu sais. Ils savent qu'à un moment donné, ils vont le gagner ou c'est pas grave. Mais en arrière, là, il y a une question de fierté là, qui joue, puis c'est assez beau à voir, ça. Oh oui. Et puis en piste aussi, c'était de belles batailles jusqu'à la fin. Contre-performance, ben je vais y aller avec McLaren. Et quand même, hein? Ça avait l'air de si bien commencer. Ça avait l'air de si bien commencer. Ouais, mais j'en reparlerai ensuite. Et moment cocasse, très honnêtement, j'en ai pas tant. Ben, à part la direction, la réalisation TV qui était nulle à chier. Sinon, j'ai pas grand-chose. Honnêtement, parce que c'est pas comme l'année dernière où on avait mis le paquet et tout ça, donc on pouvait avoir des moments cocasses. Puis le fait aussi que je sois arrivé chez moi, genre 15-20 minutes avant le départ aussi, donc j'ai manqué des bouts de l'avant-course. Je peux t'en proposer un, Abdou? Oui. L'arrêt de char entre Max Verstappen et GP. Ah ouais. Tu vois, ça C'est non pour rien. c'était. Ouais, c'était. Pas cocasse. C'était juste. On juste. commence par C qui est cringe, en fait. C'était cringe, en effet. Ouais. C'était cringe, mais en même temps, on a vu l'autre aspect de Max qu'on aime tant, au moins. Donc, c'est ça qui est ça. On a vu The Beautiful Face of GP. Oui, aussi. Aussi, ouais. Ça, il y en a plusieurs qui ont pu mettre un visage à Gianpiero Lamberce, qui est l'ingénieur de piste de Max Verstappen. Qui, pour une fois, avait pas l'air d'être trop abattu par ce que Verstappen peut dire à la radio. Pour une rare fois, en fait, on n'a pas entendu Max être un peu frustré ou impatient. Fait que c'est ça qui est ça. But I'm sure he's having a lovely party right now. Ouais, ben écoute, là, il est quoi? Il est 7 heures du matin à Vegas parce qu'il est 10 heures de l'est au moment où on enregistre. Ouais, donc je crois qu'ils sont... ouais, il y a des nuits blanches qui se sont faites. Ouais. Et je crois aussi que le vainqueur du Grand Prix, George Russell, va tout simplement... il avait dit qu'il allait rester à Vegas pour une journée avant de partir pour Los Angeles. Bon, c'est ce qui a été dit par Toto Wolff. Parce que sa victoire, et on va en parler, sa victoire à Vegas, ça a été vraiment avec le Grand Prix de São Paulo en 2022, vraiment une domination de Monsieur Russell. Ouais, ben, déjà, bon départ, il n'y a pas eu de difficulté, puis après, on l'a jamais revu. Il a rapidement pris 10 secondes d'avance sur les Ferrari et tout autre pilote qui pouvait se trouver à un moment donné en deuxième position, et on l'a juste jamais revu. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment une performance exceptionnelle. C'est du grand George Russell, à mon avis. Si c'est ça qui est George Russell, il peut être très dominant, mais faut-il qu'il ait la bonne voiture? Je pense pas que la voiture est encore tout à fait là. Par contre, il assit vraiment maintenant qui est le pilote numéro 1 chez Mercedes l'année prochaine. Ça fait pas de doute. Ça sera pas Andrea Kimi Antonelli. Ça sera clairement George Russell. Faut dire qu'Antonelli s'est pas aidé lors des essais libres 1 à Monza en la crachant après 2 tours, 3 tours dans les essais libres, là, mais quand même, il y a 17 ans, faut lui donner une chance. N'empêche. C'est George Russell qui domine maintenant l'équipe. On l'a clairement vu aussi avec son PR rep, comme je disais tout à l'heure. Là, comme
c'était satisfaisant à voir là pour ce groupe-là. Mais bon, est-ce que ça va améliorer? Est-ce que George Russell sera un meilleur pilote? Il faut le tester sur des conditions peut-être plus difficiles. Il faut qu'il commence à se battre pour des luttes au championnat. Il faut voir comment ça va le transformer. Un peu comme Lando Norris. Est-ce que ça l'a transformé pour devenir champion du monde? Je pose la question ici. On pourra sans doute la reposer à la fin de la saison, mais on peut déjà commencer à tracer les bilans de la saison, là. Donc, une question que je pose, puis j'aimerais bien entendre les autres panélistes du balado. Parler de l'évolution de Lando, par exemple, mais il y a une évolution qui est à faire du côté de George Russell. 3e victoire, il l'a dominé solidement. Il faut qu'il commence à les ramasser, les victoires, là, pour se construire un momentum, pour construire un esprit autour de lui, pour que la voiture soit faite autour de lui et non autour d'un Lewis Hamilton plus George Russell ou l'inverse, puis on essaie de faire une combinaison des deux. Il faut que la voiture soit faite pour lui. Un peu comme la Red Bull pour Verstappen. Elle est certainement pas faite pour Checo Perez. Elle est faite autour de Verstappen. Il faut qu'elle soit faite autour de George Russell maintenant. Pour passer à un autre. Oui. Et, exact. Et en plus de ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup cette saison. C'est que Russell offre de meilleures performances que Lewis Hamilton et c'est tout à fait normal. Parce que non seulement Russell représente le futur autant que André Kimi, que Antonelli représente le futur proche de Mercedes aussi. Mais aujourd'hui, il a vraiment été dominant. Puis je pense que c'est sa 2e victoire. Troisième, parce qu'il a gagné. Il a gagné Brésil. Parce qu'il a gagné. En carrière, oui. Cette saison. Cette saison, c'est sa 2e. Ouais, parce qu'il a gagné Belgique après la disqualification. Non, il s'est fait disqualifier après la Belgique, puis c'est. C'est ça. Ouais. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est sa plus belle performance de victoire et de loin. Sinon, c'est sa 2e meilleure performance parce que, effectivement, celle en Belgique, c'était sa plus belle performance en carrière, mais ça compte pas. En fait, c'est pas une performance parce que la voiture était sous le poids. Donc, à partir de là, on fait le calcul puis on voit qu'il aurait pu techniquement finir 2e. Ouais. C'est ça. Mais, reste que, c'est ce qu'on avait à Vegas, c'est sa plus belle performance de victoire. Et d'autant plus aussi qu'à un moment donné, on a vu les Ferrari mettre de la pression sur Russell jusqu'à ce que les médiums des voitures rouges atteignent un point. Les médiums. Ferrari a brûlé. Exact. Mais il fallait le tenter. Why not? Moi, ça me dérange pas qu'il l'essaye. Ouais. Ah non, il fallait qu'il tente, mais Russell a été capable de tenir son bout jusqu'à la fin. Puis depuis, on ne l'a plus jamais revu. Donc c'était une balade de dimanche entre guillemets, mais c'était une balade de samedi soir. Exact. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, ça a été la performance de son coéquipier Lewis Hamilton, parce que Hamilton a fini 2e, mais il est parti 10e. Et soyons honnêtes, c'est sa qualification, sa Q3 en fait, a été horrible. Et honnêtement, il aurait pu facilement se placer dans le top 3 s'il n'avait pas fait ces 2 erreurs sur ces 2 tours lancés. Parce que vraiment, Lewis était un homme en feu durant le Grand Prix, faire des dépassements à gauche, à droite, une belle gestion des pneus aussi sur les médiums, ce qui l'a aidé à gagner des positions en sortant aussi en sortant des puits. Et vraiment, c'est-à-dire, est-ce que si Hamilton s'était mieux qualifié, il l'aurait gagné. On aurait peut-être on aurait eu une bataille entre les 2 Mercedes, quoique ça aurait donné un petit un mauvais flashback à Toto Wolff, mais on aurait eu une belle bataille entre les 2 parce que je dois dire, quand Lewis s'est rapproché de Russell, à un moment donné, ça commençait à être trop tard pour Lewis. Ouais, malheureusement, je pense qu'il manquait à peu près 5-6 secondes. Là. Il a perdu un petit peu de temps dans le trafic pour remonter le Grand Prix parce qu'à la fin du Grand Prix, il roulait à fond la caisse. Il faisait tour après tour, il faisait meilleur tour après tour après tour après tour. C'est rare que Lewis Hamilton se rate autant en qualification. Ouais.
Ça arrive pas Oui. souvent. Parce qu'il est très bon sur un tour unique. Lewis, évidemment, on le sait, là. Donc, déjà, il s'est raté 2 fois, mais il a pu super bien remonter. Si t'es juste mieux qualifié, même juste une 5e place, je pense qu'il gagnait le Grand Prix aujourd'hui. Ça ne prenait pas grand-chose. Ça ne prenait pas grand-chose. George Russell aurait été dans le gros trouble. Oh, oui. Le rythme que Lewis avait aussi était ce qui est particulier de Lewis Hamilton, par contre, c'est qu'il a quand même questionné la stratégie d'équipe à un certain point. Et là, je me dis, oh, Ferrari va l'aimer. Et qu'ils vont l'aimer à partir du mois de janvier. Ouais. C'est parce que Lewis, t'as pas des temps pour comprendre la stratégie qui est en cours, là. De toute façon, vous en avez sans doute même discuté, et puis c'est un des plans que vous avez développé, mais l'équipe sait ce qu'elle fait, là. Comme, toute ton action, c'est de conduire, puis juste juger si les pneus sont encore bons ou pas, ou juger certaines conditions. Sur stratégie overall, là, on te fait arrêter à tel endroit parce qu'on voit les autres. Ben, c'est évolutif, tu le vois pas, t'as pas les écrans géants pour suivre le Grand Prix, ou c'est pas assez bien, là, la sphère, elle te montre pas le Grand Prix non plus. Donc, ouais, c'est vrai, mais quand même. Ouais, je me dis que juste Ferrari, ils vont l'aimer, là. T'imagines quand l'ingénieur va lui demander so, do you want plan A ou plan B? Question? Ça va être l'enfer. Oh boy. Ça va être l'enfer. Oh boy. On va avoir du fun. Là, c'est Opinion? Question? Et boy, ça va être beau l'année prochaine, et d'autant plus, on reparlera de Ferrari après. Oui. Don't talk to me when I'm in the curbs, tu sais, ou des choses comme ça, là. Ça va être l'enfer, ça va être l'enfer. Ouais. Mais, et en plus, t'as Peter Bonington, justement, qui avait dit que si c'était arrêté, je pense que c'était quoi, 2 tours plus tard, il serait revenu dans un gros trafic. Oui. Donc, là-dessus, on doit donner raison à Mercedes là-dessus, parce que sans ça aurait rendu la tâche un peu plus difficile à Hamilton. Et il y a aussi quelque chose qui a aidé Mercedes durant ce week-end, c'est le fait d'avoir usé les pneus avant la course. Parce que c'est une méthode que Aston Martin fait depuis des années. Donc, c'est-à-dire faire un tour sur un nouveau train de pneus, s'arrêter, et ça, c'est pendant les essais, puis ensuite faire les changements pour en mettre d'autres. Comme ça donne, surtout sur une piste avec peu d'adhérence comme Vegas, et ça fonctionne. Et ça a fonctionné pour Mercedes. Ouais, le pneu est plus lisse, fait qu'il est comme un petit peu rough, là, on peut dire. Là. Il est un petit peu égrené, puis à partir de là, t'as comme un meilleur grip sur la piste. C'est particulier les pneus Pirelli quand même. Hein? Je suis pas un gros fan des pneus Pirelli de façon générale. J'ai trouvé assez particulier, j'ai trouvé étrange. Je pense que je m'ennuie quasiment des 7 composantes. Là, tu sais, qu'on pouvait aller du ultra dur au ultra soft, là, puis on avait les couleurs roses. Ouais. Je m'ennuie quasiment de cette époque-là où ça pouvait aller, la fourchette est beaucoup plus large. Alors que maintenant, C1 à C5, je trouve ça d'un ennui mortel, puis ces pneus-là. Je sais pas pourquoi, je suis pas fan des pneus Pirelli, il y a quelque chose qui m'échappe. Je trouve qu'ils sont difficiles à juger, mais bon, en même temps, il y a juste un seul manufacturier de pneus, donc c'est quand même pas plus mal, là, mais ils sont étranges, ces pneus-là. Et d'autant plus aussi que, bon, l'année prochaine, il y aura la C6 qui a été testée justement lors du Grand Prix de Mexico City. Donc, j'ai hâte de voir comment les composés de pneus vont être comparés à cette année. Mais sur une piste comme Vegas, et ça a vraiment avantagé Mercedes là-dessus, c'est justement d'avoir pu user les pneus à bon escient avant la course. Comme ça leur permet d'avoir de l'adhérence avant même le départ, au dépend de tout le monde. Et c'est ce qui a aussi avantagé Lewis dans un certain égard lorsqu'il a dû se battre contre le reste du plateau. Donc, j'étais vraiment impressionné. Maintenant, on va parler du champion du monde, Max Verstappen, quadruple champion du monde. Et très honnêtement, Jean-Sébastien, je ne m'attendais vraiment pas à voir Max dans le top 5. Après le début de week-end très difficile, surtout avec un aileron arrière
qui était aux normes de Monza, mais qui était déjà... Non, c'est parti sur déjà week-end inversement proportionnel. Pendant le week-end, tout s'est inversé du coup. Les polarités sont inversées entre Red Bull et McLaren. C'est quand même assez curieux de voir tout ça quand même. Hein? Ça commencé super bien chez McLaren, ça a quand même fini en queue de poisson, alors que ça a été à peu près l'inverse chez Red Bull. Déjà, on arrive avec un aileron qui est pas le bon, un aileron arrière qui est pas le bon pour les deux Red Bull. Comment qu'on peut faire une erreur comme celle-là? Je comprends pas. Quelques heures plus tard, après les séances d'essais libres, Christian Horner dit non, c'est des bons ailerons. Fait qu'il y a comme une mauvaise communication qui s'est déroulée dans l'équipe, ou une communication externe auprès des médias qui s'est mal déroulée. Ce bout-là, je le trouve assez étrange. Déjà, mais t'allais dire quelque chose? Oui, ben c'est justement, je pense, c'est plus une mauvaise communication externe parce que c'est vrai qu'il y a eu la rumeur comme quoi, ben ils ont amené le mauvais aileron et que bon, l'autre était Hamilton Keynes, mais c'est juste ils ont pas la bonne configuration parce que c'est celle qui était similaire à Monza, mais qui déjà à la base au Grand Prix d'Italie fonctionnait moyennement pour eux. Alors c'est juste une mauvaise configuration, mais c'est pas le mauvais aileron en soi, en fait. Que c'est compliqué. Ah là là. Donc, il y a tout ça qui a commencé. Je pense pas que ça affecte l'ensemble de l'équipe quand même. Là. C'est juste d'un point de vue de communication, ça fait un peu étrange, mais dans le sens opérationnel, par contre, je pense qu'il y avait relativement aucun problème. N'empêche. Verstappen se qualifie 5e à côté de Norris, donc respecte le contrat qu'il est censé faire. Verstappen n'a pas besoin de se dépasser, il y a juste à assurer un certain minimum, puis le contrat est respecté, puis il signe son 4e championnat du monde. Ce qu'il a fait pendant le Grand Prix, on a vu un départ correct de Verstappen, il a dépassé rapidement Leclerc, a dépassé ensuite s'il a dépassé Sainz, non, mais il a dépassé Gasly au 4e, puis ensuite il a dépassé Leclerc au 8e, a fait une course honnête, a overcuté et ça a marché pour dépasser les Ferrari, donc le overcut était assez intéressant ici, s'est arrêté une fois au 11e, ensuite je ne l'ai pas renoté lorsqu'il est arrêté, sinon faux, je m'ense au 27e tour lorsqu'on a eu une drôle de situation avec Sainz qui à la passé minuit, a dépassé la ligne blanche d'accès au puits, mais visiblement, il n'y a pas eu de pénalité, alors que normalement, il y aurait dû en avoir une, mais je pense qu'il a pu se justifier en disant que c'était un besoin opérationnel parce que l'équipe était pas prête. Enfin, on y repassera. Donc, on a vu Verstappen s'arrêter au 27e, et puis à partir de là, oui, il s'est fait redépasser par les Ferrari qui étaient beaucoup plus rapides, mais en même temps, tant qu'il est devant Norris, who cares? C'est ça. Et c'est quelque chose, justement, que Norris a dit, c'est que quand il a la meilleure voiture, Max est juste intraitable. Mais quand la voiture ne l'est pas, Max est capable de tirer son épingle du jeu. Et ça a été le cas aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de faire des extravagances ou quoi que ce soit. Il a fait sa course. Il est resté tout le long devant Lando Norris du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'il fallait c'est ce qu'il devait faire et il a fait sans se stresser, même en essayant de résister aux attaques de Ferrari jusqu'à ce que ces dernières soient proches pour les dépasser. Max a juste été parfait dans un sens, presque parce qu'il y a commis une erreur à la chicane de la sphère là, mais sinon on n'a rien à reprocher à Max. Il a fait la course qu'il fallait selon les circonstances. Puis il y avait de la marge. Exact. Parce que Norris s'est arrêté pour aller chercher le meilleur tour, donc pour essayer de mieux améliorer le sort de l'équipe pour les constructeurs. Donc, rapidement, à un moment donné, ils ont abandonné le championnat de pilote, puis ils ont juste essayé de se concentrer sur le championnat de constructeurs. De toute façon, il n'y avait aucune chance de pouvoir dépasser Verstappen. Norris n'a pas connu un super grand prix. C'était assez difficile pour les McLaren de façon générale. Là, c'était pas les meilleures performances, même si Piastri s'est quand même bien débrouillé. Là, malgré une pénalité, il a pu quand même remonter un peu dans le trafic. Parce qu'à un certain moment donné, il était quand même assez loin, mais pour Verstappen, il a assuré le minimum. Il fallait juste qu'il respecte le contrat. Il y avait de la marge. C'était pas difficile. Puis si c'était pas là, ça aurait été au sprint. Ça aurait pas été au sprint, ça aurait été à la course.
C'est ça. Donc, c'était le mindset change quand t'as juste un nombre de points minimum à compter pour gagner le championnat. Ouais, exact. Parce que, bon, je sais que c'était un minimum de 2 points qu'il fallait qu'il y ait, mais ça s'est terminé à juste 1 vu que Norris a obtenu le point boni, mais sa 5e place était déjà suffisante de toute manière. Mais c'est juste, Max a fait, c'est juste le Max qu'on connaît, en fait, qui est capable de bien gérer les trucs, même quand ça va mal. Alors, c'est ce qui est bien, mais à l'inverse, t'as Sergio Perez, oui, qui marque 1 point, mais encore une fois, qui se fait éliminer en Q1. Et honnêtement, je dois dire, c'est moyen, c'est pas tellement de sa faute. Je pense que là-dessus, il n'était pas à l'aise avec la voiture en fin de semaine, pendant les essais, pendant les qualifications. Encore, ça s'est mieux passé, mais je pense que Checo était pas à l'aise avec la voiture en fin de semaine. Donc, toi, tu me dis que, en fin de semaine, il était pas à l'aise avec la voiture. Moi, je te dis que ça fait 3 ans qu'il est pas à l'aise avec la voiture. Non, mais là-dessus, c'est vrai, mais là, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Plus que d'habitude. Parce que, plus que d'habitude. Cette fin de semaine, c'est plus que d'habitude que il était très mal à l'aise avec sa voiture. Les autres, c'était vraiment de sa faute où il ne livrait pas la performance. Mais je dois dire, en fin de semaine, déjà avec l'histoire de l'aileron arrière où il était, où déjà, la Red Bull perdait, je pense, jusqu'à 6 ou 7 km/h sur la Alpine qui était oh my god, la voiture la plus rapide sur la ligne droite. Jamais j'aurais pensé entendre ça en 2024, mais c'était le cas. Mais quand même, anyway, ça a été quand même très difficile pour Checo. Il a été capable, au moins, en partant avec les pneus durs, de faire un overcut et de réaliser des dépassements, surtout celui sur, je pense que c'était sur une Haas et une RB, mais je me souviens plus les pilotes. Dépassement de l'année, à mon avis, ça. Oui. Ça, c'est avec celui Ah oui. Celui avec, je pense que c'était avec Magnussen et Lawson ou bien Hülkenberg. Et Tsunoda. C'était Magnussen et Tsunoda. Ouais, enfin, anyway. Super dépassement, on va le revoir sur Internet, c'est sûr. Magnifique dépassement de Checo Perez. C'était ça, là, ça fait partie d'une classe de mec, là. C'est le genre de dépassement que tu fais à peu près 1 ou 2 fois dans ta carrière, pis t'es très content d'avoir fait ça, là. Mais pareil, c'était difficile toute la fin de semaine. C'était très difficile toute la fin de semaine. Il a quand même marqué 1 point, chose que je m'attendais pas à ce qu'il marque parce qu'il est quand même parti 12, 14, 16e. Je m'attendais pas à ce qu'il remonte dans les points, mais écoute, tant mieux, mais je comprends pas c'est pas assez quand même. Ouais, il y a 2 choses ici. Que Checo Perez ne soit pas bon est une chose. Que Red Bull ne veuille pas le changer, je prends pitié je suis du bord de Checo Perez. Il essaie juste de faire du mieux qu'il peut. Mais à un moment donné où l'équipe, l'employeur, en fait, est censé prendre une décision puis dire, je m'excuse, mais pour des raisons commerciales, de performance de l'équipe, on te remercie. Il décide de le garder. Fait qu'à partir de là, c'est plus la faute de Checo Perez, c'est la faute de l'équipe d'être responsable. Fait que moi, à partir de là, je suis du côté de Checo Perez, quoi qu'il advienne, plus de sa faute, là. Toi, moi, des milliers d'autres personnes l'auraient déjà remplacé par quelqu'un d'autre. Red Bull ne souhaite pas le faire. Il y a une raison. Et puis, c'est pas lié à ses performances. Fait qu'à partir de là, Checo Perez, c'est plus de sa faute. Money. Ouais. Exact. Mais de toute façon, je crois que il y a justement, j'ai trouvé ça sur ce matin. Apparemment, les décideurs chez Red Bull, les investisseurs, à la fin de la saison, devraient décider du sort de Perez après Abu Dhabi. Alors, il est à 251 points de Max Verstappen, alors que t'as les Sainz, Leclerc qui sont
qui ont des écarts beaucoup moindres que ça. Je pense que, en même temps, c'est vrai que j'avais dit que, quand on parlait de, je pense que c'était en Belgique avec François, on disait, c'était le moment Ouais, je me rappelle. de laisser partir Checo. Mais en même temps, je maintiens mon point comme quoi il n'y a pas encore de candidat intéressant, Ça mais peut pas être là, pire. on arrive Ça peut pas être pire, Abdo. on arrive en 2025 où de toute façon, la compétition devrait être encore plus féroce. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, je vais laisser Red Bull. Il y a une vieille rumeur qui parle à propos de Carlos Sainz dans son contrat. Il y a un opt-out si un top 3 team essaye d'aller le chercher. Williams, du point de vue de Williams, là, c'est pas une mauvaise stratégie d'avoir ça parce que sans doute il y a une clause aussi où est-ce que l'équipe qui va embaucher un Carlos Sainz va devoir payer un espèce de... comme au mercato, au soccer, là, va devoir payer une compensation à l'équipe. Puis pour Williams, avec tous les accidents qu'ils ont eu dans les derniers mois, puis comme ça appartient aussi à une entreprise qui vise à juste faire de l'optimisation économique là-dessus, sur le dos de l'équipe, sur le dos de l'entreprise qui est Williams, ben, ils vont pas refuser un gros chèque pour qu'ils viennent chercher, par exemple, un Carlos Sainz, là. Puis ils pourront toujours mettre un autre Franco Colapinto dans le banc, puis il va toujours amener de l'argent aussi, tu sais. Ouais, exact. Je souhaite quasiment pour Williams que Williams perde les services de Carlos Sainz pour qu'il aille chercher énormément d'argent, un gros pactole en cash. Ce serait souhaitable. Ce serait vraiment, vraiment souhaitable. Surtout mais qu'une 11e équipe s'en vient visiblement. Ouais, on en reparlera jeudi dans le podcast, justement. Et on va parler de l'équipe qui pourrait les motoriser, justement, en 2026, Ferrari. On disait que ça allait être l'équipe qui allait dominer ce Grand Prix. Ce n'était pas le cas. Ça a été Mercedes. Ferrari, pendant une mini partie de la course, semblait bien se débrouiller, mais ensuite c'est parti un peu en cauchemar. Ben, pas tant en cauchemar parce que c'est quand même Carlos Sainz et Charles Leclerc finissent 3e et 4e, mais dans un Grand Prix où les attentes étaient bonnes pour Ferrari et qui ont sous-performé dans ces circonstances, ça fait mal. Pour Ferrari, je te dirais qu'il faisait trop froid. Si elle avait fait plus chaud comme l'année passée, je pense qu'on aurait eu un rapport de force assez différent en tête de Grand Prix. La grosse polémique qui se déroule surtout chez Ferrari, c'est le swap qui s'est déroulé. Le changement de position qui s'est fait entre Sainz et Leclerc. Et après le Grand Prix, clairement, Leclerc le sait que le message sera entendu. Il dit pareil. À chaque fois qu'on fait ça, je me fais baiser. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Et de façon même encore plus explicite en anglais. Et après, il s'excuse, je trouve, faussement pour dire « Ah, la radio est ouverte. » Yeah, right. Comme si tu savais pas que la radio était ouverte. Comme tout le monde l'entend sur Internet. T'envoies un message clair. Pour deux raisons. Un, parce que, il y en a un qui s'en va, puis deux, c'est parce que l'année prochaine, t'as un certain Lewis Hamilton qui arrive. C'est pas un 2 de pique qui arrive, là, dans ton équipe. Même si t'es probablement le préféré du patron d'équipe de Formule Ferrari, parce que c'est lui qui t'a aidé à monter niveau par niveau jusqu'en Formule 1, là. Fred, évidemment, on le sait comment il adore Charles, mais c'est vrai que c'était pas la façon la plus glam. Ça servait à quoi? Pas grand-chose. À la fin du Grand Prix, on aurait peut-être dû refaire le switch, surtout qu'ils finissent à 2,5 secondes d'écart. C'est sûr que Verstappen était proche, mais le switch qu'ils ont fait quand même avec Verstappen juste derrière, c'est quand même assez culotté. Là-dessus, il faut quand même le reconnaître. Très culotté, puis ça a marché. Fait que les deux pilotes, ils arrivent à bien s'entendre quand même à faire le switch, parce que j'ai trouvé ça, faire ça au bout de la ligne droite, au virage d'eau sur la strip, alors que Verstappen est quelques dixièmes juste derrière, il en fallait du culot pour pouvoir le faire, puis ça a marché. Là-dessus, quand même, pas pour faire le switch, mais à la fin du Grand Prix, c'est vrai qu'on aurait pu leur faire le switch quand même, parce que c'était juste pour essayer d'attaquer Hamilton, puis ça n'a pas marché, alors qu'on aurait dû redonner la position puis donner le podium à Leclerc. C'est vrai que c'est pas cool pour Leclerc.
Oui. Et d'ailleurs, il y avait un autre message, autre que celui après la course de Leclerc qui dit être nice, ça fait chier parfois. Il dit, bon, c'est On l'ingénieur de dirait que c'est piste fait qui dit, friendzoner par Ferrari. écoute, je peux parler par expérience. Ça fait mal. On a tous été là. On dirait que c'est fait friendzoner par Ferrari. C'est littéralement ça. Ça, et puis, ça fait, et je peux dire, ça fait mal. Pain en tabarnak. Pain. Et, oui. Et même là, t'as l'ingénieur de piste de Carlos, de Charles Leclerc qui dit, Carlos s'est fait dire de ne pas mettre sous pression, donc fais attention à tes pneus. Sainz le passe, puis Leclerc lui dit, exact, comme une balle, puis Leclerc lui dit à son ingénieur, maybe essaye peut-être en espagnol. Aïe, 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 caramba. Oh, j'avais pas entendu ça. Ouch. Oh, wow. Ouais. Hey, ça, c'est du passif agressif chez Ferrari, ça. Écoute, ça, c'était un Charles Leclerc qui en avait assez de se faire friendzone. Ouais. Whatever happens in Vegas stays in Vegas. Pas sûr ici, hein. Non, il reste 2 courses encore. Ça ne s'applique pas à la Formule 1, malheureusement. Non, ça s'applique jamais à la Formule 1. Et en plus que Qatar, apparemment, n'est pas un circuit qui va leur convenir. Alors, ce qui est ironique dans tout ça, c'est que Ferrari a quand même été l'écurie dans la course au titre gagnante parce que elle se retrouve quand même à 24 points de McLaren qui est en tête. C'est pas impossible, remarque. Il faut juste qu'il y ait une mauvaise performance des McLaren la semaine prochaine. A priori, ça semble pas être le cas, mais on peut pas l'exclure depuis quelques Grands Prix. C'est assez difficile à prédire qu'est-ce qui peut se passer. On pensait que ça allait mieux se passer pour Ferrari en fin de semaine, alors que c'était pas le cas. Puis après la dernière course, aussi ennuyante qu'elle peut l'être, il peut se passer beaucoup de choses encore une fois. Je peux pas exclure que Ferrari ne va pas gagner le championnat du monde constructeur. Je suis très heureux que ça leur arrive, cela dit. Ouais. Et d'ailleurs, et d'autant plus aussi que juste le fait que Mercedes ait décidé d'être bonne en fin de semaine, tout simplement a ruiné des chances d'aller marquer plus de points. Parce que je pense que si Mercedes avait fait comme d'habitude d'être bonne en essai puis nulle dans les séances les plus importantes, je pense qu'on aurait eu un écart beaucoup plus petit, voire même à la limite Ferrari mènerait le championnat d'ici le Qatar. Mais ça n'a pas été le cas. Et soyons honnêtes, je pense que ça va être une bataille à 2 entre McLaren et Ferrari. Oh, oui, c'est clair, c'est évident. Parlons de McLaren maintenant. Très absent. On va se dire, très absent. Ça s'est bien passé, comme tu l'as dit. Les essais se sont très bien passés, mais en qualif et en course, ça a été compliqué. Norris a été absent. Piastri aussi, mais en plus de cette pris une pénalité de 5 secondes. Donc, pour McLaren, pour faux départ, faut le dire. C'est un faux départ en plus. Donc, pour un faux départ, mais soyons honnêtes, même avec la pénalité, Piastri aurait pas été là. Norris encore moins. Fait c'était juste pas un circuit adapté pour eux au final. Non. Absent et arrogant. Donc, absent, tu l'as très bien décrit. Arrogant, je t'explique. Oh. À Sky Sports, pendant le Grand Prix, on parle avec Zach Brown, puis là, on lui demande qu'est-ce que tu penses de la stratégie en ce moment qui se déroule devant entre Ferrari et Mercedes, puis il dit voir Lewis remonter en ce moment, ça nous arrange. Go Lewis! Ce qui est compréhensible. Oui, mais je trouve pas ça particulièrement très sport dans la mesure où et éventuellement ça va lui revenir. Si l'année prochaine Lewis Hamilton se bat pour le championnat puis finit par le gagner face à un Lando Norris très tard dans le championnat,
tout le monde va lui ramener en pleine gueule le go Lewis qui vient de nous dire à Vegas lors du Grand Prix, parce que il encourage un pilote d'une autre équipe. Alors, il espère que les Mercedes fassent un meilleur résultat face à Ferrari, alors que pendant ce temps-là, il tire profit de la situation qu'une équipe domine une autre, alors que son équipe, elle est 3e overall dans le Grand Prix, à peu près en moyenne. Fait que, ce qu'il est en train de souhaiter, c'est que, ouais, allez faire le sale boulot pour nous parce qu'on n'est pas capable de le faire en fin de semaine. Ouais, mais je trouve ça un peu élève le jeu, là. C'est toi à être meilleur. C'est pas espérer que les autres t'aident à... C'est sûr que ça arrange, mais c'est à toi de monter le niveau. Si tu veux gagner le championnat, constructeur comme pilote, montez le niveau parce que ça paraît pas que vous voulez gagner. Constructeur, un peu la voiture est bonne, le taux de pilote, il est bien équilibré, mais gagner le championnat des pilotes, là, not there yet. Vraiment not there yet. Ça manque d'ambition, ça manque d'attitude, ça manque de... Tu sais, faut que tu sortes les bras, là. Lando Norris après le Grand Prix, je suis content de ma performance cette année. Non, tu devrais être en colère parce que t'as pas gagné le championnat. Mais en même temps, est-ce que et ça on en reparlera. C'est une question ouverte que je lance là, et rhétorique même. Mais est-ce que McLaren s'attendait vraiment à être dans la course au titre autant que ça? Ça reste à voir. C'est un mindset qu'il faut que t'adaptes à un moment donné. Tu sais, c'est comme dans un championnat de football là, quand à partir la deuxième moitié de saison, tu réalises comme il y a quelque chose à jouer ici là. On a peut-être une place en Europe, on a peut-être une montée, on a peut-être un titre à aller chercher. OK, il faut se mettre dans le mindset que on va tout mettre là. Ça paraissait pas chez McLaren. On dirait qu'il y a eu de la retenue. C'est dommage. Et je suis sûr que François n'est pas d'accord avec cette position-là. En fait, c'est plus que McLaren réapprend à gagner régulièrement. C'est ça aussi. Si on avait parlé en Hongrie, c'était difficile. Oui. Ça, c'était le flashpoint. Ouais. Vouloir gagner, de ce moment-là. Gagner, ça vient avec beaucoup de conséquences. Et là, Qatar, la fin de semaine prochaine, c'est un circuit qui semble leur convenir. Ça leur a bien convenu l'année passée. Ça s'est bien passé. Mais maintenant, on est en 2024 et les voitures sont différentes. Donc, rien n'est acquis encore alors. On disait justement que Ferrari allait bien performer. Ça n'a pas été le cas. Alors, moi, si j'étais McLaren, je ferais très attention, effectivement, à ne pas être trop arrogant, comme tu le dis. Mais est-ce qu'ils vont faire trop attention? Parce que là, ils sont assis sur un bassin de 24 points. Ça se défend bien, 24 points quand même. Est-ce qu'ils vont vouloir être trop sécuritaires? Peut être dangereux de faire ça aussi. Ça, c'est une autre question, effectivement. Tu défends tes points au lieu d'essayer d'être agressif et aller chercher des points. Ça, c'est autre chose. Ouais. Parce que si tu te dis, Ferrari va en arracher sur un circuit à moyenne et basse vitesse. OK. Mais il faut que tu fasses le travail toi aussi. Oui. En premier avant d'espérer. Puis après un accident en course, puis c'est fini, là. Ah oui, exactement. Hein. C'est Murray Walker qui disait il arrive toujours quelque chose en Formule 1. C'est souvent le cas. Oui. Comment est la phrase encore en anglais? C'est... quelque chose... tant pis. Vous le savez. Ouais. Quelque chose du genre. Ouais. Mais... C'est le manque de sommeil là, qui me fait pas retrouver la phrase. Ah oui, on est deux là-dessus. Et probablement une équipe qui a manqué de sommeil, c'est Alpine. En fait, qui en a probablement eu beaucoup, un peu plus, avec l'abandon de Pierre Gasly, qui était parti 3e et encore aujourd'hui, je me demande comment il a réussi son tour de qualification parce que on ne s'attendait vraiment pas à le voir se qualifier dans le top 3. D'autant plus que l'écurie revient d'une magnifique fin de semaine d'une magnifique course au Brésil où ils sont encore ils étaient 6e avant le début de la course, maintenant ils ont chuté à la 7e place. Mais Gasly abandonne sur un problème de moteur. Ocon est carrément absent
comme ça a été souvent le cas de ces derniers Grands Prix, finalement, c'était un feu de paille, pour reprendre une chanson d'Annie Majormat. Peut-être, mais il faut juste une course dans une saison pour sauver ton championnat. Puis le Brésil les a beaucoup aidés. Il en reste 2. Il y a peut-être un potentiel encore. Qui sait? Ils ont peut-être débloqué quelque chose finalement. Ça peut arriver. J'ai pris un petit peu en pitié parce que je pense aux employés de Viry-Châtillon, qui développent le moteur, qui là, il y aura plus ça. Il y a certaines sympathies par rapport à ça. C'est jamais chouette de savoir que ton projet se termine, qu'il y a un potentiel perte d'emploi qui peut être lié à ça, parce que tu essaies de replacer les employés. Donc, tu veux juste espérer au moins le mieux pour eux. Surtout que les mécaniciens, c'est pas de leur faute. Ils ont eu une saison de misère. La voiture était mal conçue. Les patrons d'équipe sont tout croches. Il y a rien qui marche là-dedans comme il faut. Fait que les employés, là, les petites mains, là, les mécaniciens, les ingénieurs, ils subissent tout ça. Fait que, tu sais, le double podium, c'est le fun. La 3e place aussi, c'était le fun. Puis là, il y a eu le moteur qui arrive. Puis comme je t'ai dit au début du balado, c'est la faute à pas de chance. J'espère juste qu'ils vont avoir un bon résultat, mais derrière le championnat, my God, c'est le fun, là. On a vraiment du fun à regarder ça en arrière. Ah oui, c'était vraiment écœurant c'est vraiment écœurant comme duel, même aussi, voire même plus intéressant que celle au sommet. Et plus intéressant au sommet parce qu'on dirait qu'il n'y a aucune équipe qui est foncièrement intéressée à vouloir le championnat constructeur. Ça paraît pas. Je suis sûr qu'ils sont, là, mais comme, on dirait que ça manque de oomph, tu sais. Ouais, exact. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser, je sais pas si tu as probablement vu ça sur les réseaux sociaux, mais il y a Esteban Ocon qui a fait un semblant de drive-thru parce que l'équipe n'était pas prête. Il y avait un mécanicien. Oui, c'est ça que j'ai vu. J'ai cru comprendre à un moment donné. Ouais, il a fait qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise communication? La radio fonctionnait pas? C'est que Alpine n'était pas prête, en fait. Probablement une mauvaise communication, effectivement. Mais il y avait juste un mécanicien dans le box d'Alpine pour l'arrêt au puits. Et Ocon a juste continué tout simplement et il est revenu pour finaliser l'arrêt au puits. Et ce qui lui a coûté cher quand même. Pour ceux qui fait une 17e à un tour. Exact. Mais honnêtement, je voyais vraiment pas Ocon marquer des points. Gasly peut-être, parce que et je l'ai mentionné aussi dans le texte où je revenais sur le Grand Prix de São Paulo, mais depuis quelques courses, c'est Gasly qui a vraiment l'ascendance sur Ocon. Très bonne qualification, a ramené des points avant la gloire au Brésil. Alors, moi, je pensais que Gasly pouvait tirer son épingle du jeu, mais malheureusement, comme tu l'as dit, c'est la faute à personne. C'est juste le moteur qui a lâché. La saison est longue. La saison est tellement longue. C'est sûr que ça fait peur en fin de saison. C'est ça. Au moins, c'est pas, même en début de saison, je t'aurais dit, c'est correct. C'est correct, c'est pas si pire. Mais mais si ce truc s'est arrivé à Haas ou RB, à cette période de la saison, ça aurait fait énormément mal. Mais on a eu, peut-être ça n'a pas été, on n'a pas mis trop l'accent parce que c'était en mortaise, mais le duel entre Haas et RB, pas seulement entre Tsunoda et Hülkenberg, mais entre Magnussen et Lawson, c'était vraiment beau à voir. Et c'est ce qui a, disons, un peu sauvé ce Grand Prix. Ouais, il faut qu'on nous montre ça plus souvent dans les 3 prochains Grands Prix parce que je pense que le vrai intérêt du championnat qui reste maintenant, je pense qu'il est là. Devant, on va toujours le suivre parce qu'évidemment, c'est la tête du Grand Prix, donc par défaut, ça l'est. Mais derrière, c'est vraiment cette bataille-là que moi, je veux voir davantage. Mm-hmm. C'est passionnant, c'est intéressant. Il y a des talents aussi qui poussent là-dedans quand même, là. Un Tsunoda Lawson, c'est assez intéressant. Hülkenberg, c'est quand même un gars assez expérimenté qui peut jouer. Magnussen,
on sait jamais, il peut toujours nous en sortir un bon coup. Puis en début de saison, il était assez obéissant par rapport à l'équipe. Il a quand même joué assez dirty, là, si on peut le dire. Donc, qui sait, pour essayer de défendre les positions, peut-être qu'il pourrait essayer de faire ça aussi. Là. Donc, on a peut-être le ministre de la Défense danoise qui peut nous faire quelque chose pour finir la saison ici. Donc, ça peut être assez intéressant à voir. Je trouve que c'est une bataille qui est vraiment le fun. C'est épique. Ça va être chouette. L'équipe qui va finir 6e, ça va fêter. Ça va être dingue. Ça va être beau à voir. Puis j'espère juste qu'on va avoir quelque chose de clean jusqu'à la fin. Oui, de grâce, parce que c'était... déjà, au début de la course, on avait eu cet échange robuste entre Magnussen et Lawson. C'était beau à voir ça. Ah oui, c'était beau à voir, mais surtout... J'aurais pas mis la main. Non, personnellement. Et en plus, c'était au même endroit où Franco Colapinto avait accidenté sa voiture. Et là où il y a eu aussi le magnifique dépassement de Checo. Oui. Oh, et surtout, ce sont deux pilotes qui aiment jouer dur en plus. Donc, dur et juste. Donc, dur et juste. Et juste. Oui, dur et juste, il faut le préciser. Donc, un mauvais coup de volant et ça aurait mal terminé, mais ils ont c'est pas leur été style. respectueux. Ouais. Non. Ouais, Magnussen, oui, mais... il est très robuste. Mais il est fair comme. Fair, tout dépendamment de la situation, là. Mais c'était fair. Par contre, le duel entre Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg, qu'on a souvent vu en mortaise dans la retransmission, Hülkenberg a gagné ce duel, et ce qui fait en sorte que Haas est maintenant de retour en 6e place, 1 point devant Alpine et 3 devant RB. N'importe qui peut gagner. N'importe qui. N'importe qui peut gagner. Et puis Haas, et surtout Hülkenberg, je pense, peut-être c'est le héros obscur de ce Grand Prix quand même, parce qu'on l'a pas beaucoup vu, mais il a été vraiment bon. Il a fait le travail à un moment donné. Je pense qu'il s'était retrouvé 2e ou 3e, évidemment, en prolongeant son arrêt au puits. Ouais. Il était hors séquence. Mais il a fait le travail pour justement être dans le coup pour dépasser Tsunoda et de ne jamais être inquiété par la suite. Tout à fait. C'était quand même assez beau à voir. Donc, c'est pour ça que cette course-là, jusqu'à la fin de l'année, là, les 2 courses qui nous restent, ça va être passionnant à regarder, surtout au sprint. Chaque point compte. Exact. Donc, pour Haas, Alpine et RB, ça va être chaud jusqu'au dernier tour de la saison. Ouais, parce que si t'as pas d'abandon, le mieux tu peux aller chercher, c'est une 8e place, puis c'est 4 points. Alors que quand il y a 2-3 points d'écart, le break, il se fait là. Ou tu fais un Abu Dhabi 2021, puis t'as une RB, Feu AlphaTauri qui finit 4e. Ou un double podium au Brésil. Exactement. Et puis, petit mot rapidement, je dois lever mon chapeau à Williams d'avoir encore une fois fait du temps supplémentaire pour réparer la voiture lourdement accidentée de Franco Colapinto. Mais, my God, quel accident! Cet accident! Si vous n'avez pas vu les vidéos de reconstruction des voitures de Williams après le Grand Prix du Brésil, allez voir sur YouTube le compte de Williams. Ils expliquent tout ça. On voit les pièces, comment elles sont pétées, comment ils démontent tout, comment ils remontent tout, comment ils essaient d'extraire le maximum des pièces qui sont encore utiles. Ah non, franchement, là, ces femmes et ces hommes-là chez Williams, chapeau, parce qu'ils travaillent dur, puis j'espère qu'ils sont fiers de leur travail qu'ils font, puis non, c'est remarquable. Frank Williams en haut, là, il doit être assez content de voir ce qui se passe en bas. Exact. Et comme récompense... Et oui, comme tu disais, Abdou, vite, l'accident de Colapinto 50G, ouch. Et avec un mur, ça a déplacé le mur en plus. Et puis, quand même, comme cadeau, même si ce n'est pas un point, Colapinto, parti de la ligne des puits, a fini 13e. Donc, ce qui est pas mauvais. 14. De toute façon, Williams... Ah, 14? Moi, j'ai 14 sur ma note. Mais j'ai oui, effectivement, c'est 14. Classement à 2h45 du matin, donc ça se peut que je me trompe. Oui, effectivement, c'est 14. Non, effectivement, c'est 14. Parce que, et Zhou Guanyu aussi, je dois dire, 13e, c'est lui qui finit 13e. Vraiment une course décente de sa part. C'est pas un mauvais pilote, c'est juste une voiture exécrable. Ouais.
C'est ça. La voiture, elle est nulle. That's it. Mais pour Zhou Guanyu, c'était, dans les circonstances, une bonne performance. Oui. Alors, je vais vous donner tout de suite le classement des pilotes après le Grand Prix de Las Vegas. On connaît déjà le champion du monde, donc Max Verstappen est à 403 points. Lando Norris est à 340. Charles Leclerc est troisième avec 319. Oscar Piastri quatrième avec 268 points. Mais attention, il y a Carlos Sainz qui est à 9 points de l'Australien. George Russell est sixième avec 217 points. Lewis Hamilton est septième avec 208. Sergio Perez est huitième avec 152 points. Fernando Alonso est neuvième avec 62 points. Et Nico Hülkenberg est dixième avec 35 points. Au championnat des constructeurs, McLaren est toujours en tête avec 608 points. Ferrari est deuxième avec 584 points. Red Bull est troisième avec 555 points. Mercedes est quatrième avec 125 points. Aston Martin est cinquième avec 86 points. Haas, comme on l'a dit, revient à la sixième place avec 50 points. Alpine est septième avec 49 points. RB huitième avec 46 points. Williams neuvième avec 17 points. Et Sauber, ou devrais-je dire Guy Fieri Racing, est dixième. Et mon dernier. N'empêche, il reste 2 courses plus un sprint. Il y a 24 points d'écart pour le championnat du monde des constructeurs, puis il y a un maximum de 103 points à aller chercher. C'est pas fini, les amis. Le quart des points, c'est l'écart. Ça va être patient jusqu'au bout, ça. Oh, Une oui, des plus monsieur. serrées qu'on a vues depuis longtemps. Et ça fait... Et il était temps. Il était temps qu'on ait un championnat des constructeurs. Oui. Donc, c'est ce qui complète cet épisode d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Las Vegas. On a un épisode qui va paraître jeudi. On va revenir sur la nouvelle de la fin de semaine, c'est-à-dire General Motors, possiblement Formule 1. Donc, ce sera disponible sur toutes vos plateformes. Sans Michael Andretti. Sans Michael Andretti, en plus. C'est choc, ça. Donc, ouais. Donc, on vous expliquera tout ça jeudi dans le balado qui est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et partout où le Bulletin GP est disponible. Il y a même j'ai même écrit des textes sur Substack, lebulletingp.substack.com. Le dernier étant le changement de date du Grand Prix du Canada. Et il y en a un qui va sortir lundi. Le brouillon est terminé. Je vais juste faire la correction. C'est sur la guerre ou guerre à l'interne entre la GPDA et la FIA ou Mohamed Ben Sulayem en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est les pilotes versus MBS. Exact. MBM. Donc, non, MBS, effectivement. Ouais. Donc, ce sera disponible lundi sur le compte Substack du Bulletin GP que je vous invite à vous abonner. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez discuter de Formule 1, de tout et de rien. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir. Vegas, c'est fait. Maintenant, ça va à mon Grand Prix préféré de la saison. Yeah! Avec un sprint en plus. Je sais. C'est effrayant. Vous aurez compris. T'en fais pas... Si vous avez jamais écouté le balado, je déteste le Grand Prix du Qatar, je déteste Lausanne. C'est effrayant comment j'ai eu ce circuit-là. Et t'en fais pas, c'est le dernier de la saison. Le dernier sprint de la saison en plus. Oh, thank God. J'espérais que tu allais me dire que c'est la dernière fois qu'on allait à Lausanne. Ouais, mais t'en as encore pour jusqu'à quelques 2031, années. je pense. Hein? Ouais. Ouais, exact. Même 2033. Pain. Pain. Ouais. Alors, sur cette douleur de Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est Abdoussal et on continue de rouler avec le Bulletin GP. Portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine. Salut tout le monde.